Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le pasteur Paul Mukendi décide enfin de nous relater en long et en large qu'est-ce qui s'est réellement passé avec son procès. Selon lui, il dit qu'il a été victime d'injustice du gouvernement canadien parce qu'il prêchait contre l'homosexualité. Voilà pourquoi il a été attaqué. Il a décidé de tout expliquer. Il a été interviewé par la Radio-Canada, mais il n'a pas laissé à ce que la Radio-Canada puisse publier la première. Il a publié lui-même parce qu'il dit que le gouvernement canadien a l'habitude de manipuler la presse. Voilà pourquoi il a décidé de les publier lui-même d'abord. Et j'ai suivi également ces documentaires-là. Comment est-ce qu'ils se sont décidés d'aller le chercher jusqu'à Kinshasa? Malheureusement, le Canada et le Congo n'ont pas la loi d'extradition. Donc, tant qu'il sera au Congo, il sera libre. Cette histoire est vraie, cette histoire est fausse. On ne sait pas, on ne le connaîtra pas. Parce que selon lui, il dit qu'il a été accusé d'un viol qui s'est passé en 2001. Lui, il est arrivé au Canada en 2003. Il s'est dit que rien qu'avec cet élément-là, on ne pouvait pas la quitter. Il a dit on a obligé sa femme à témoigner contre lui. On lui a pris ses enfants pendant plusieurs années. Il a dit des vérités graves qui prouvent, selon lui, l'injustice avec le gouvernement canadien. Cela m'a fait penser à la maman d'Alexandra. Cette maman qui est sûre, qui a vu le corps de son enfant, qui était sûre que son enfant a été assassiné et jeté dans l'eau. Mais le résultat du coroner sont sortis qui n'ont... Et donc, on a encore dit quoi? C'était des noyades. Elle s'était noyée. Elle s'était noyée. Elle s'était noyée. Quand une personne se noie, c'est-à-dire que le corps doit rester sous l'eau. Ça va ressortir après 3 jours, mais pas dans le même endroit. Mais comment le corps est sorti dans le même endroit? Beaucoup de confusion. En écoutant le pasteur Paul Mukendi parler, et j'ai comparé ça avec ce que la mère d'Alexandra avait dit. Ça prouve qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire. Croire ou pas croire, je suis perplexe, je suis au milieu, mais je vous propose quand même de suivre cette interview-là. Souvent, vous avez vu une petite partie. Le pasteur même nous a demandé de le partager, de les relier, parce qu'il a besoin que les gens connaissent la vérité. De l'autre côté, quand je suivis cette interview-là, les documentaires, le victime, entre guillemets, du pasteur Paul Mukendi s'est dit que pour eux, ils ne seront jamais en paix si la justice ne se rendait pas. Alors que le pasteur Paul Mukendi a été déjà condamné au Canada pour 8 ans de prison. Il a fui pour ne pas faire la prison. Mais pour le victime, il se dit qu'ils seront à l'aise si les pasteurs faisaient la prison. Il ne reviendra plus au Canada et il ne viendra pas au Congo. Ça sera comment? De vous-même, suivez cette vidéo-là. Vous allez me donner vos avis dans les commentaires. Vous croyez à ces pasteurs, vous ne le croyez pas? Je ne sais pas. Je ne peux pas juger. Mais à l'époque où cette histoire était en train de se passer, il y a eu beaucoup de contradictions de victimes. Je me souviens, ma grande sœur qui est ici avait fait cette émission-là. La Radio-Canada avait pris cette émission-là à relayer ça dans la chaîne principale du Canada. Et de ces faits-là, ma grande sœur ne peut pas poser ses pieds au Canada suite à cette histoire-là, parce qu'elle les avait complètement contredits. Il y a eu plusieurs contradictions. Elle avait pris part du pasteur Paul Mukendi. Alors, abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Donnez-moi aussi vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de cette histoire? On a vu le pasteur Tibi Joshua, il était déjà décédé. Mais il a été
déterrer des parts de victimes. Les victimes ont témoigné, j'ai été victime de viol, j'ai été victime de ceci, j'ai été victime de ceci. Vrai ou faux, on ne sait pas parce qu'on ne peut pas faire le procès à un mort. Qu'est-ce que les Blancs veulent de nous? On ne sait pas. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Moi, personnellement, je n'ai aucun avis à donner là. Vous, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Suivez. En paix, bien, après avoir subi toute cette persécution, des humiliations pendant 4 ans, des persécutions, d'humiliations, et je ne souhaiterais jamais à personne, même à mon pire ennemi, ce que j'ai vécu pendant 4 années à Québec. Vous avez dit que vous avez fui l'injustice, parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit que vous avez fui la justice, et vous vous rectifiez en disant non, j'ai fui l'injustice. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je fuis l'injustice parce que j'ai respecté tous les processus pendant 4 ans, madame. 4 ans. Si je me sentais coupable, je me voyais coupable dès le début, je pouvais déjà me soustraire à la justice. Mais je ne l'avais jamais fait. Je suis resté là dès les premiers instants où les accusations ont été déposées jusqu'à la fin, lorsque la cour d'appel a rejeté mon appel. En ce moment-là, il y a même quelqu'un d'ailleurs de l'administration de la justice qui m'a dit, jeune homme, la messe est déjà dite, elle est déjà faite. Tu peux te payer tous les meilleurs avocats, même Jésus-Christ. Tu ne t'en sortiras pas. Si tu as l'occasion, sors d'ici. Je ne donnerai jamais son nom, mais il travaille à la cour là-bas de Québec. Alors, j'avais déjà donné à Maître Dominique Bertrand le mandat pour aller jusqu'en Cour suprême. C'est ce que j'allais dire, parce que vous restez des cartes dans votre... Oui, j'avais déjà donné le mandat. On avait déjà discuté et tout était OK. Mais quand il m'a dit ça, c'est là que j'ai compris l'ampleur de la chose, parce que dès le départ, j'ai dénoncé. C'était un déni de justice que j'avais vécu. Parce qu'on m'a accusé des choses qui ne sont jamais passées, qui n'ont jamais existé. On m'a accusé d'un viol qui s'est passé depuis 2001. Or, moi, j'arrive à Québec rien qu'en 2003. Ne fût-ce qu'avec cet élément-là, je pouvais être acquitté ou le procès ne pouvait jamais exister. Juste avec ça. On ne dira pas que c'était une erreur. Non, c'est parce que la soi-disant victime avait meublé le 2001, meublé le 2002, meublé et le 2003. Alors, je crie à chaque fois, je ne suis pas coupable, je suis innocent, je ne suis pas coupable. Mais écoutez, il y a des gens que j'avais déjà énervés, qui voulaient à tout prix ma tête, et quel que soit tout ce que je pouvais dire, je ne pouvais jamais être écouté. Parce que, vous imaginez, tu arrives au Québec en 2003. La personne dit qu'elle a été agressée pour la première fois en 2001. Et personne ne se pose la question pour dire où est la part de la vérité là-bas. Et ce n'est pas seulement ça. Il y a eu 35 contradictions majeures. Vous parlez de ce qui a été déposé à la cour d'appel, les points qui ont été... Non, depuis, lorsqu'on était même dans le procès, même à la cour d'appel, je pense que si on regarde, c'est que la juge, je crois que je peux regarder, j'avais vu d'ailleurs ce matin, je fais été la juge Cotnan, Geneviève, a dit, oui, elle dit, j'estime à ce stade-ci des procédures et sur la foi des informations dont je dispose actuellement, que l'appel n'est pas futile. Et il dit, l'appelant n'a pas à établir que son appel présente des fortes chances de succès, mais uniquement que les motifs d'appel invoqués sont défendables. Sans me prononcer sur le fond de l'appel, l'appelant attaque l'équité du procès et allègue le verdict déraisonnable. Ce moyen d'appel, s'il devait être accueilli, pourrait même amener à un verdict d'acquittement. Et pour remettre en contexte, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, mais le jugement-là, c'était la juge... C'est lorsque je cherchais... à être libéré en attendant la suite. Oui, je cherchais à être libéré en attendant la suite. Alors, la juge dit ça. Il y a encore l'autre juge, toujours, lorsque je me suis remis, et puis je devais sortir, en attendant, le juge a dit, écoutez, ce verdict, parce que l'accusé dit même qu'il n'a pas été là lorsqu'il est fait. On n'a jamais tenu compte de ça. Le problème, c'était, il fallait détruire Mukendi. Vous aviez cette impression-là?
C'était pas que j'avais cette impression-là, mais c'est la réalité. Parce que, premièrement, on m'accuse. Deuxièmement, madame, en même temps, je me retrouve avec des procès multiples. Il y a Revenu Québec qui débarque. 35 enquêteurs. 35. Un agent de Revenu Québec a même dit, cet arsenal, on ne sort là que pour des gros criminels comme Mambouché. Mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on nous a demandé de faire ça pour un homme d'église. Il fallait voir les documents, plutôt les matériels avec lesquels ils sont venus. 35 enquêteurs. C'est une opération impressionnante. Oui, mais ça a débouché sur quoi? Sur zéro. Sur zéro. On m'a pris mes enfants. Si mon crime avait été un viol, pourquoi me prendre mes enfants? Si mon crime avait été un viol, pourquoi m'accuser, saisir mes comptes? Vous voulez que je me défende, mais en même temps, vous saisissez mes comptes. Vous prenez ma maison, vous prenez mes biens, vous les vendez aux enchères. Et ils sont allés chez moi à la maison. Ma femme l'a témoigné, l'a dit, devant la cour pénale et devant le tribunal de l'enfant. Les enquêteurs qui sont arrivés à la maison, après m'avoir arrêté, ils ont dit à ma femme, il faut que tu dises qu'il te bat. Monsieur te bat. Ma femme dit non, il m'a jamais battu. Il dit non, il faut que tu témoignes qu'il te bat. Ma femme dit non, je ne peux pas témoigner sur des faits qui n'existent pas. Ils ont pris les enfants. Ils étaient entre la porte et là où il était le salon pour l'intimider, pour dire si tu ne témoignes pas, nous on part avec les enfants. Et ma femme dit je ne vais pas témoigner. Et ils ont pris les enfants, ils sont partis avec. Et j'ai été encore en guerre avec la DPJ qui voulait me prendre les enfants jusqu'à leur majorité. Et en ce moment-là, je me suis retrouvé avec un procès qui a été le plus long de toute l'histoire de Québec. Il n'y a jamais eu un procès aussi long au tribunal de l'enfance de Québec. Je sens quand vous parlez, ça vient quand même vous chercher encore. On a souvent entendu le pasteur dans vos films. J'ai envie d'entendre l'homme derrière. Comment vous vous êtes senti à ce moment-là? On sent que ça vient vous chercher encore. Tu te sens persécuté, abandonné, parce que j'irai me plaindre où? Je suis un étranger, je suis sur une terre étrangère. Je n'avais pas le droit de montrer que j'ai quand même de l'argent. Non. Il a de l'argent, c'est un voleur, il détourne. Et pourtant, je suis un pasteur évangélique. Il y a des églises évangéliques partout au Canada, et même au Québec. Il y a des églises évangéliques, mais on m'a vendu comme un gourou. Et pourtant, je prêche en ligne, je ne me cache pas, je n'ai pas inventé une religion. Ce que je fais, c'est ce que toutes les églises font. Qu'elles soient des églises des immigrants ou des Québécois. On est tous des évangéliques, on a les mêmes valeurs. Vous aviez choisi le Canada, vous avez dit justement, vous avez passé quand même plusieurs années là-bas. Avant que tout ça arrive, quels enjeux, quels problèmes vous avez? Parce que vous avez tenu depuis des propos qu'on peut comprendre, on peut imaginer votre état d'esprit, dur quand même envers l'Occident, envers le Canada. J'ai envie de vous demander, avant que tout ça se passe, avant que vous viviez ce procès-là, que vous soyez accusé, comment ça se passait pour vous au Canada comme immigrant? J'étais bien. Oui. J'étais bien. Bon, le racisme au Québec, on le sait quand même, mais tout le monde au Québec n'est pas raciste. Même si je peux être déçu aujourd'hui, ce n'est pas que tout Québécois est méchant et mauvais. Non, c'est une bande de personnes qui en voulaient à ma vie, qui ont voulu détruire ma vie. Mais ce n'est. Je pense que c'est le groupe des homosexuels. Ah oui. C'était ça mon crime, parce que mon ennemi n'a pas de visage, mais je savais d'où cela venait. Parce que moi, je prêche à l'église. Si la Bible me dit que les homosexuels n'ont pas le droit d'hériter le royaume de Dieu, vous voulez que je prêche quoi? On ne prêche pas un livre de Darwin. Non, moi je prêche ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que je vais aller prêcher pour dire qu'il faut brûler les homosexuels? Je n'ai jamais prêché comme ça. Mais quand on a parlé dans les médias, parce que les médias étaient à la solde de tout ça, il fallait amplifier la situation. On était là avec les médias, ils étaient là en train de manipuler l'opinion. Parce que c'était la guerre de l'opinion. Il fallait préparer déjà les gens à une lourde sentence. Alors il fallait que l'opinion l'accepte. Alors pour que l'opinion l'accepte, il fallait me vendre comme un monstre. Alors voilà le monstre. Il prend l'argent des fidèles, c'est un gourou. C'est un misogyne. Il ne respecte pas les femmes, il n'aime pas les femmes. C'est un violeur. Alors toutes les choses que la société québécoise réprouve,
On m'a collé sur le dos. Alors, personne n'était à la recherche de la vérité. Non. Pourquoi vous n'avez pas témoigné lors de votre procès? Parce que les dés étaient déjà pliés. Avez... Non, écoutez, madame. Vous êtes dans le palais de justice. Vous avez là une personne qui s'est dit victime, qui ne sait plus témoigner, qui s'est contredit à tout bout de champ. Même Maître Dominique a dit au juge, c'est Emonde. Jean-François Emonde, oui. Oui, il lui a dit, monsieur le juge, suspendez la sentence. Parce que vous avez été présent, vous avez assisté à ce procès. C'était de la comédie, c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Mais c'est à la fin que j'ai compris que même un fou qui viendrait témoigner que M. Mukendi m'a agressé, on allait l'écouter. Je croyais à la justice québécoise. Moi je croyais. C'est pourquoi vous savez, madame, je dépensais beaucoup d'argent. Alors, beaucoup. Combien ça fait? Oh, je pense que nous sommes dans les millions, là. Ah ouais. Ça monte vite. Ouais. Ça, juste avec la cour de justice, là, avec les jeunes, mes enfants, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ouais, parce qu'il y avait, oui, c'est ça, parce qu'il y avait le procès, il y avait, comme vous avez dit tantôt, il y a aussi Revenu Québec. Ouais, la protection de la jeunesse. J'ai protection de la jeunesse. J'ai l'abord criminel. Et ça m'a coûté beaucoup, alors beaucoup d'argent. Mais, vous voulez que je fasse quoi? Il fallait que je me défende. Je croyais en cette justice-là. Mais c'est à la fin que j'ai compris que c'était une comédie. Le point de bascule pour vous, ça a été quoi? Le point de bascule, c'est lorsque, en appel, on rejette mon appel. Ce qui ne pouvait jamais se faire. C'était impossible. Vous pensez que les... Vous l'avez dit tantôt, je veux juste vous ramener à ça parce que vous avez dit tantôt que si vous restez quand même des cartes pour faire valoir vos droits. Et la Cour d'appel, excusez-moi, pas la Cour d'appel, la Cour suprême, vous avez déjà donné le mandat à M. Bertrand, qui était quand même... Monsieur Pierre Dufour, qui était, qui travaillait, je sais pas, avec la police ou protection de l'enfance, tout ça, la journée où on m'a arrêté, a bien dit, monsieur Mukendi est une personne non grata ici. Il va dilapider tout son argent en se défendant devant la justice, devant les tribunaux. Et moi, je ne savais pas ce qui m'attendait. C'était la première fois, le premier jour, lorsqu'on m'a arrêté. Ça a été répété, même à ma femme. C'est une personne non grata. Madame, est-ce que vous réalisez que on est un couple, on est une famille. Si nous nous présentons devant la cour de jeunesse, nous devons avoir le même avocat. Nous, on nous a interdit même d'avoir le même avocat. Ça veut dire qu'ils étaient déjà préparés de nous séparer. On a donné un avocat à ma femme et moi j'avais mon avocat. Alors, quand on allait au palais de justice, ma femme avait son avocat, moi j'avais aussi mon avocat. Et les enfants avaient leur avocat. Or, on est un couple, on est une famille. Écoutez, Ça vous a été refusé. carrément, oui, carrément. Il y a des choses que j'ai vécues. Si je vous l'explique aujourd'hui, vous ne croirez pas que ça s'est passé au Québec. Vous croirez que vous êtes à Kandahar ou bien vous êtes en Afghanistan. C'est là que je dis, c'est un blasphème judiciaire. Ça n'aurait pas dû se faire ainsi, surtout sur une terre québécoise. Si c'était là, la situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment pour vous permettre de rester au Canada? Moi, je n'ai rien à me reprocher. Non, mais je ne parle pas de reproche. En fait, oui, mais c'est dans votre procédure. Non, c'est à eux de se reprocher. Pour que les citoyens se sentent en confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance. Ça c'est certain. Je vous donne un exemple. Je pars. Lorsque je suis parti de Québec, automatiquement, ma femme qui est une personne sans problème, du jour au lendemain, elle se transforme. On est en train de la vendre maintenant dans l'opinion comme étant un démon, un monstre, une femme de ceci, agressive. Oh, on l'accuse, elle a intimidé. Elle a déjà intimidé qui? On a fait 4 ans devant les tribunaux. Elle n'a jamais intimidé la fausse victime. Elle l'a voyé au tribunal. Elle l'a jamais intimidé. On ne connaît ni son adresse, ni son numéro de téléphone. Lorsque je pars, on colle des accusations sur ma femme. Et en même temps, on va cueillir ma femme dans son lit à 1h du matin. Et on dit quoi? On manipule les médias. Les médias écrivent, Madame Mukendi a été appréhendée en train de fuir. Elle va fuir. Pourquoi? Elle est accusée de quoi? A-t-elle peur de quoi? Non. Les médias écrivent, ils salissent son image. On l'accuse de ceci. Et on lui ravit le passeport. Non seulement on lui a ravi le passeport, on l'interdit de quitter le district de Québec.
Non, mais écoutez, j'ai un fils. Ça s'accumulait, là. Oui, ça. Écoutez, si mon crime avait été un viol, pourquoi aller acculer ma femme? Si mon crime avait été un viol, pourquoi vouloir me ravir mes enfants jusqu'à leur majorité? Si mon crime avait été un viol, pourquoi venir saisir mes comptes? J'étais au Québec, je n'avais pas le droit d'ouvrir un compte. Toutes les banques me rejetaient. Toutes les banques. Du jour au lendemain, mais sans raison. C'est à cause de l'histoire avec Revenu Québec. Non, ça n'a rien à voir avec Revenu Québec. Okay. Même ma femme, toutes les banques nous appelaient. Paf, on vous écrit la lettre, non, venez même prendre votre argent, nous on ne veut pas. Les autres, non, nous on ne veut pas. Mais écoutez, je vais payer mes factures comment? Nous fonctionnons aujourd'hui, tout est numérisé. Alors, vous bloquez tout, même à ma femme. Ça veut dire qu'il fallait nous asphyxier. Elle était même en affaire avec certaines personnes, tout ça. Ils attaquent partout. Partout où elle est en affaire, on bloque les comptes. J'ai une question pour vous parce que votre église continue, continue de diriger votre église à distance. Justement, avec la technologie, ça vous permet de le faire. Pourquoi? Parce que vous semblez en avoir gros sur le cœur envers le Canada. J'ai juste envie de vous non, pas le Canada. Non, le Canada est un grand pays que je respecte. Mon problème, c'est avec le système judiciaire du Québec. Il y a des gens qui manipulent le système au niveau de Québec. Qui manipulent. Le système judiciaire au Québec est corrompu. Il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qui doit être fait pour corriger ça, selon vous? C'est quoi les solutions? Les solutions, c'est qu'il faut une réforme aussi judiciaire au niveau de Québec. Et parce qu'il y a des gens qui manipulent. Parce que tout ce que j'ai vécu là, ça se sent qu'il y a des gens qui en avaient après moi, qui voulaient me punir, qui voulaient m'écraser, qui voulaient me prouver qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Et ils ont utilisé l'appareil de la justice. Vous imaginez que vous êtes endormi 1h du matin, boum, 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 c'est la police qui débarque. Pour rien. Ils viennent vous embêter. Vous êtes en chemin, on vous conduit, la police est là. Elle vous arrête. On vous fait passer 1 heure du temps. 1 heure. Et vous êtes là, tout ça, donc on vérifie, ainsi de suite. Bon, écoutez, ce qu'il y a à refaire, c'est qu'il faut revoir les choses. Aussi, les médias doivent revoir leur façon d'opérer, parce qu'on sent de la partie des partis pris. Ce sont des gens qui sont à la solde de quelqu'un. Même lors de l'interview, on m'a dit que vous êtes de Radio-Canada. Je me dis même, est-ce que Radio-Canada peut-il dire quelque chose de bien pour moi? Donc, pourquoi vous acceptez de nous parler? J'ai accepté de vous parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé d'ailleurs. Je n'ai pas accepté. J'ai jamais donné d'interview. Il y en a beaucoup qui ont écrit des chaînes au niveau de Québec. Mais à un moment donné, je dis bon, ils l'ont demandé. Ça va. On peut leur accorder cette interview. Pourquoi nous? Je ne sais pas. Et pourtant, vous êtes les personnes qui me salissent le plus. Je ne sais pas. Je me demande, en fait, je sais, pour avoir parlé avec votre attaché de presse, je sais qu'elle m'a dit. Donc, c'est pour ça que je me demande pourquoi vous acceptez. Je ne sais pas. Peut-être que Dieu l'a voulu ainsi. Parce que le problème qui est là, c'est que j'ai toujours vécu au niveau de Québec pendant toutes ces années. Et j'ai aimé le sol québécois. J'ai été, je me sentais beaucoup plus québécois. D'ailleurs, dans le monde évangélique, qui est de milieu religieux, il n'y a personne qui a vendu mieux le Québec que moi. J'étais le plus suivi dans les réseaux sociaux, tout ça, dans le monde évangélique, c'était moi. Il n'y avait personne qui était suivi comme moi dans le monde évangélique. D'ailleurs, vous parlez du Québec, puis je sais, vous en avez parlé aussi à quelques reprises que vous aviez l'intention peut-être de tourner à quelques moments. Là, je pense que en 2023, vous avez fait référence à ça. C'est quoi, à ce jour-là, c'est quoi vos plans? Est-ce que vous aimeriez toujours écouter? Je me sens tellement bien chez nous. Vous savez, le climat est beau. C'est beau. On dirait qu'Adam et Ève ont été créés en Afrique. Si un jour je dois y retourner, ils doivent arranger, ils doivent réparer cette injustice. Ouais. Ils doivent réparer cette injustice. Ce n'est pas sérieux et on ne peut pas s'attaquer à un seul individu avec tout ça. C'était pour me pousser au suicide ou à un arrêt cardiaque. Ils n'ont pas réussi à me détruire. Et même si vous êtes venu aujourd'hui, ce n'est pas parce que ma tête vous plaît, mais c'est tout simplement parce que c'est un monsieur qu'on a cherché à détruire, mais qu'on n'a pas réussi à détruire.
Nous, on cherche tout à comprendre, je dirais. Je comprends votre point de vue, mais on cherche tout à comprendre parce que vous n'êtes pas le seul à critiquer le système de justice. Et d'ailleurs, bon, vous avez ici le Canada, vous n'êtes pas le seul. Vous retournez dans votre pays d'origine. Il y en a d'autres qui l'ont fait après avoir été accusés, reconnus coupables parfois au Canada. Donc, on veut comprendre. Si j'avais été coupable, si je me sentais coupable, j'aurais pu me soustraire à la justice depuis très longtemps. Je n'allais pas engager autant de dépenses. Non, j'avais tout le temps. Parce que quand ils sont venus la première fois, c'était au mois de juin. J'avais mon passeport, madame. Ils m'ont dit, tu vas comparaître en septembre. J'avais mon passeport. J'ai même fait des voyages. Je suis sorti et j'étais là, présent, pour me présenter en septembre. Mais là, vous l'avez ici. Non, ils m'ont dit, ne venez plus. Il n'y aura rien, ainsi de suite. Et puis, en octobre, je crois que c'était le 2 octobre, ils tombent sur moi, avec tout ce qu'ils ont créé. C'est là que vous avez été arrêté. C'est là qu'on m'a arrêté. Quand mon avocat est venu pour demander ma libération conditionnelle, la seule chose qu'il m'a dit, il m'a dit, ça fait 26 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu ça, monsieur. Je ne sais pas qui vous avez provoqué. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait. Mais ça fait 26 ans que je fais ce métier, mais je n'ai jamais vu ça. Vos enfants, il ne m'avait pas dit ça lorsque j'étais au poste de police. Il dit, je ne voulais pas vous inquiéter. Vos enfants ont été arrachés. Il y a aussi certains enfants des membres de votre église qui ont été arrachés, et ainsi de suite. Et ils se sont donné le luxe de dire aux gens, vous pouvez aller prier partout, mais pour qu'on vous retourne vos enfants, quittez cette église-là. Ça veut dire que, en fait, à ce moment-là, vous parlez de Maître Bertrand, votre avocat. Oui, parce qu'il travaillait avec c'est Maître Côté. Il y avait aussi Maître Côté. Oui, il y avait d'autres avocats au cabinet de Bertrand. D'ailleurs, c'est une grande alliée pour vous. Vous avez, on l'a vu dans votre jeu. Comment vous avez réagi quand vous avez vu qu'elle était retirée de votre dossier? Bon, je ne lui en... votre allié quand même. Oui, mais je ne lui en veux pas. Elle a une carrière, il fallait qu'elle sauve aussi sa carrière. Deuxièmement, je n'étais plus là. J'étais déjà parti. Je ne sais pas comment est-ce que vous jugez ça juridiquement là-bas. C'est pour cela qu'elle était obligée de se soustraire. Mais ce sont eux qui ont défendu ma femme lorsqu'elle s'est présentée aussi devant la justice. Vous n'êtes pas sans savoir que votre histoire est quand même un peu spectaculaire, un peu fascinante dans le sens où il y a plein de gens qui se posent des questions sur la façon dont vous avez quitté le Canada. Je ne peux pas ne pas vous demander, poser la question, comment vous avez fait? J'écris mon livre qui va sortir sous peu et je pense que les gens auront toutes les lignes de comment j'ai quitté le Canada. Et vous ne voulez pas nous le dire aujourd'hui? Non, je réserve ce scoop-là pour mon prochain bouquin où je vais écrire pour dénoncer tout ce qui s'est passé. Parce que si j'avais été coupable, j'allais affronter la justice. Ben, cette injustice, cette persécution dont j'ai été victime. Non. Quand il va sortir ce livre-là? D'ici là, parce que tout est déjà prêt, sauf que j'attends seulement les bons moments. Chaque fois, je me rappelle parce que c'est beaucoup d'événements qui sont beaucoup... Donc, le processus d'écriture est en cours, c'est ce que je comprends. Ouais. Okay, vous n'avez pas terminé encore. J'ai déjà presque fini. Okay. J'ajoute seulement des éléments. Quand je me rappelle de tel élément, je me rappelle de tel élément et j'essaie un peu d'ajouter à gauche et à droite. Votre église, peut-être encore, vous dirigez encore votre église, j'ai envie de vous demander pourquoi vous continuez à faire des affaires au Canada. Il y a des pasteurs quand même à l'église. Je suis le représentant du ministère Paul Mukendi. Parce qu'il ne faut pas confondre le ministère Paul Mukendi et confondre le centre évangélique Parole de Vie. Le centre évangélique Parole de Vie, c'est une église qui a des pasteurs. Ça, c'est intéressant, oui, que nous, parce que c'est un monde que peut-être nos téléspectateurs ne connaissent pas très bien, parce qu'au Canada, c'est moins dans... Il y en a de plus en plus, mais c'est moins dans la culture. Donc, justement, peut-être, oui, expliquer le fonctionnement, c'est la différence entre le ministère Paul Mukendi et le centre évangélique. Oui, le centre évangélique, c'est une église locale. Ouais, cette église a des responsables. Il peut y avoir un pasteur qui dirige l'église locale. Mais tandis que le ministère Paul Mukendi, c'est un ministère qui est beaucoup plus international. Je suis dans beaucoup de pays. J'ai plus de 400 000 personnes qui sont membres de mon ministère. Et là, en ce moment-là, c'est moi qui suis le premier responsable.
Mais les églises qui sont implantées, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Québec, j'ai des paroisses en Côte d'Ivoire, en Guadeloupe, que ce soit aux États-Unis, en France, partout là-bas. Là, il y a des pasteurs qui les dirigent. J'avais vu récemment le service de police de la Ville de Québec a publié une liste de criminels recherchés. Vous en faites partie. Comment vous avez réagi quand vous avez vu? Oh, vous m'apprenez? Ah, ben parce que Mme Lepage avait fait référence à ça lors de la discussion. Je pensais que vous étiez au courant. Non, c'est comme, je vais vous mettre en contexte, là, ils ont annoncé, on a vu ça la semaine dernière, là, ils ont annoncé la création d'un nouveau poste, un coordonnateur pour... ils vont aller trouver qui? Là, sur la liste, je ne la sais pas par cœur. Non, je dis, ils vont aller chercher qui? Ça, c'est peut-être pour aller bluffer devant l'opinion. Que les États-Unis aillent d'abord récupérer Edward Snowden là-bas en Russie. Je suis chez moi, je suis dans mon pays. Et je pense qu'ils peuvent nommer qui ils voudront. Moi, je suis chez moi. Je suis dans mon pays. Mais de savoir que vous êtes sur la liste là, de personnes recherchées, bon, encore, et tout ça, comment vous réagissez à ça? Bon, ça, je peux pas dire que ça peut me faire quelque chose. Je suis habitué comme salisse au Québec. Oui, je suis habitué, je suis blindé contre ça. Ça, je suis habitué, ça faisait 4 ans. C'est depuis 2017 jusqu'aujourd'hui, ça fait maintenant 7 ans, où chaque fois qu'on écrit, on n'a jamais écrit quelque chose de positif. Moi, je n'ai pas de qualité, je n'ai pas de bonnes choses, je suis le diable incarné, le démon, le monstre. C'est comme ça qu'on me dépeint dans la presse québécoise. Je ne mérite rien, je ne mérite pas apporter quelque chose de bien, je ne mérite pas une belle maison, je ne mérite pas une belle voiture. Écoutez, je ne mérite rien de bon. Qu'est-ce que ça implique pour vous d'être ici en République démocratique du Congo depuis, en fait, là, après avoir quitté le Canada? Qu'est-ce que ça implique? J'imagine que ça a des impacts, des conséquences. Vous ne pouvez pas non plus aller n'importe où. Donc, est-ce que vous êtes... ne pas aller n'importe où, ça veut dire? Dans d'autres pays. Est-ce que vous vous sentez libre? Non. Il y a beaucoup de pays où je peux aller, hein. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Par exemple, à titre seulement d'exemple, la Russie, je peux aller en Russie. Il y a beaucoup de pays où je peux aller. Beaucoup. Le monde. Avez-vous l'intention d'y aller? De voyager? Voyager, peut-être que vous serez surpris si je vous dis que des fois je suis dans certains pays. Vous serez surpris. Aujourd'hui, je ne mets pas... il y a certaines choses que les gens ne savent pas. Peut-être que je ne peux pas aller aux États-Unis pour l'instant, ou peut-être en France, et ainsi de suite. Mais dorénavant, parce que j'ai porté cette affaire devant les instances internationales. C'est ce que j'allais vous demander. Vous avez dit à un moment donné que vous faisiez des démarches. Ouais. Comment en sont ces démarches-là? C'est en cours. C'est en cours. Ouais, c'est en cours. Parce que partout... C'est quoi? Mon objectif, c'est que, écoutez, que la vérité soit établie. Que j'ai été victime d'une persécution et d'être déni de justice. C'est ça l'objectif. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Non. Pour l'instant, tout simplement, ce qui s'est passé au Québec, pour moi, bon, j'ai aimé le Québec, oui. Mais si le Québec ne m'aime pas, qu'est-ce que moi je dois faire? Je ne veux pas pleurer, tout ça. Le Québec, c'est pas le paradis. On peut vivre mieux ailleurs. D'ailleurs, je suis mieux ici que... Moins froid. Et il fait très beau, très belle température. Des fois, il fait très chaud. On est habitué aussi au froid pendant toutes ces années au Québec. C'est comme si, quand il fait un peu de température ici, on sent aussi un peu trop en chaleur. Mais sinon, pour moi, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent que tout s'arrête au niveau de Québec. Non, tout ne s'arrête pas au niveau de Québec. La vie continue. Il y a beaucoup de personnes, et aujourd'hui il y a beaucoup de pays où on peut voyager, on peut aller. Et je pense qu'il y a des conférences que je vais publier prochainement. Vous allez les voir. Vous allez les voir. Je vous remercie beaucoup. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? La seule chose que je voulais ajouter, c'est de dire tout simplement que les journalistes au Québec puissent faire le travail comme il le faut. Ouais. Quand on est journaliste, on a la déontologie journalistique. On ne peut pas faire ce travail-là, mais tout en étant à la solde de quelqu'un. C'est des vies. On ne peut pas chercher à détruire des vies. C'est pas des blagues. D'ailleurs, j'avais même écrit au juge François Edmond, lorsque je suis arrivé ici, je peux même vous donner les courriers que je lui avais envoyés, et j'avais aussi écrit
à Madame Sonia, dont on parle d'ailleurs, qui est plus âgée que moi. Parce que quand on me juge... vous parlez du deuxième procès? Oui, quand on me juge aujourd'hui, on juge Paul Mukendi d'aujourd'hui. Mais si on retourne dans le passé, c'est un jeune homme pauvre, qui n'a pas l'argent, qui n'a pas de moyens. Parce que quand on me juge, on veut juger l'homme que je suis aujourd'hui. L'homme que je suis aujourd'hui, qui a réussi sa vie, qui est ceci, ben, l'homme qui venait d'arriver au Québec, ce n'est pas le même homme qui vous parle aujourd'hui. Non. Et la femme dont il est question, plus vieille que moi, madame, je ne sais pas si c'est de 15 ans, si c'est de 17 ans, et ainsi de suite. Et il y a des hommes, des fois, qui aiment les femmes. Non. Je vous taquine. Oui. Là, il y a quand même les preuves pour dire de force, parce que tu ne débarques pas dans un pays, et puis, automatiquement, parce que là aussi, il y avait erreur. Parce que la personne s'est dit que non, on l'a violé en 2008, pendant qu'en 2008, il n'était même pas membre de l'église, et ainsi de suite. Je ne sais pas comment ils ont fait leurs histoires. Donc, c'est des personnes qui se connaissent. En fait, des personnes qui se connaissent, les deux. Et on a laissé à cette dame venir suivre tous les procès. Le premier, elle a suivi tous les jours, pendant qu'ils savaient qu'elle aussi devait avoir le procès. Mais ils l'ont laissé venir suivre le premier procès, tous les jours. Et puis après, bam, on introduit aussi son affaire. Or, moi, j'avais déjà porté plainte avant pour harcèlement. Et quand j'arrive devant la cour, je dis, j'avais déjà porté plainte pour l'affaire de ces dames-là. Tout ma plainte, mes affaires disparaissent. Il n'y a il n'y a pas eu de suite à cette plainte-là? Ça a disparu. Même la plainte à la police qu'on a déposée, ça a disparu. On appelle Madame Suzy Gagné, qui était dans le dossier. Suzy Gagné tombe dans un congé indéterminé. Elle tombe dans un congé indéterminé. Je vous explique ce qui s'est passé au Québec. Et tout est vérifiable. Congé indéterminé. On a commencé, pof, et puis après maintenant, non, on sort un petit papier, non, bon, monsieur avait déposé une affaire, mais... Ils n'ont pas transféré ça à quelqu'un d'autre? C'est compliqué, c'est pourri ce système, je vous dis. Quand ils sont après vous, ils sont forts. Ils sont très forts, tu n'y peux rien. Et si tu n'as pas de moyens, ils t'écrasent. Parce qu'à chaque fois que toi tu passes là, tu payes. Hein. Tu payes, c'est de l'argent. Vous aviez les moyens, puis malgré ça, c'était... Oui, écoutez, psychologiquement, c'est dur. Quand on vous ravit vos enfants, on vous prend vos enfants. Non. Ça, c'est... Vous revenez souvent à ça, là, vos enfants et votre femme, cette intervention-là de la DPJ. Attaquez-moi. Si mon crime est un viol, attaquez-moi. Je suis prêt à subir n'importe quoi. Mais vous n'avez pas le droit d'aller attaquer mes enfants. Mais vouloir me les arracher jusqu'à leur majorité, quand même. Heureusement, la première juge, là, juge... de la DPJ. Juge Côte. Ouais. Oh non. Ils ont été déboutés. La DPJ, là, elle les avait vraiment giflés, là. Il dit, depuis le départ, ils savaient que leur affaire ne tenait pas, mais ils se sont entêtés. C'est écrit dans le jugement. C'est écrit. Ils se sont entêtés. Pour dénoncer, pour dire, tu me savais depuis le départ que j'étais innocent. Ça, tu le savais. Mais tu es allé jusqu'au fond pour chercher à me détruire, à nuire à ma vie. Pourquoi? Pour quelle raison? Ils peuvent pas faire de retour. Ils savent ce qu'ils ont fait. Mais vous n'avez aucune réponse? Aucune réponse. Mais ça a été bien livré, là. Bien. Comment vous avez trouvé ça de ne pas avoir de réponse? Est-ce que vous attendiez à nous voir? Non. Je savais qu'ils n'allaient pas répondre. Je savais. Vous avez besoin de s'exprimer. Ouais, il fallait que je m'exprime. Sinon, si c'était par vengeance, j'allais envoyer ça dans les médias. Mais je ne l'avais pas fait. Je leur ai envoyé, je leur ai écrit. Les deux individus impliqués. Je dis, quand tu es juge, tu dois être capable de lire le droit. Mais lorsque tu es juge et que tu n'es pas capable de lire le droit, et tu fais de la comédie, et c'est pas ça de la justice. Vous n'avez pas interpellé les juges de la cour d'appel, par contre? Bon, moi, je dis que ce sont des aventuriers. Ouais, c'est vraiment 3 aventuriers. Vraiment 3 aventuriers. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça à un être humain. Je leur ai demandé, soit vous m'acquittez, ou soit on refait le procès. Qu'est-ce qui était difficile? Si quelqu'un dit que vous l'avez agressé, ben, il faut qu'il vienne avec des preuves. Pendant 14 ans, madame, sans témoin, sans personne. Pendant 14 ans, sans témoin, il n'y a jamais eu personne pour corroborer.
Et la cerise sur le gâteau, c'est qui jette le discrédit sur le système de justice québécois. La mère de la fausse victime, après que j'ai quitté le Canada, passe sur les réseaux sociaux. Jusqu'aujourd'hui, son témoignage est là. Elle dit, c'est moi qui ai donné ce témoignage-là à ma fille. Il n'a jamais agressé ma fille. Et elle le dit. Parce qu'elle savait que jusqu'à ses 18 ans, sa mère faisait des attouchements sur sa fille pour savoir si elle était vierge. Et elle le dit même, que ma fille était vierge. Mais oui, mais c'est partout, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Elle l'a dit. Dans quel pays? Même au Congo, ici, tu serais interpellé. Mais non, personne, elle n'était pas inquiétée. Si moi, j'avais fait du mal sur sa fille et que c'est elle qui venait à l'église en premier, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait témoigner même la mère? Pourquoi? Non, ils l'ont caché. Mais lorsqu'ils se sont chamaillés entre eux et qu'elle parlait maintenant à son public sur les réseaux sociaux, elle a tout déballé. Donc, il suffit seulement que le procureur, si on a le sens de la justice, d'aller se saisir de ça, mais écoutez, ils doivent passer en justice pour aller s'expliquer. Ils ont vu un homme, un père de famille. J'ai ma réputation et je suis une personnalité publique. On a traîné dans la boue mon nom, ma dignité. Et pourtant, ils étaient en train de s'amuser. Elle le dit. Elle le dit. Allez faire de recherche, vous allez voir ça. J'imagine que les lettres dont vous parlez qui ont été envoyées, on peut passer par Mme Lepage. Ouais. Demander, par exemple, quand vous nous offrez de... Oui. Intéressant. Vous pouvez nous fournir, on est on va vous les acheminer et puis vous allez le voir. Tout ce qui s'est passé avec moi, ça a été compliqué. Ce qui m'a fait moi le plus mal, j'étais prêt à encaisser, c'est quand j'ai vu qu'ils se sont attaqués à ma femme. Ça. Ouais. Là, je me suis dit, on ne peut pas aller aussi loin et vouloir crier que nous avons un système de justice qui est meilleur. Ah, là-bas en Afrique, ce n'est pas bon. Là-bas, en Afghanistan, ce n'est pas bon. Mais pendant que vous traitez les gens de la même manière, vous faites pire. Donc, en fait, c'est une démocratie médiatique qui est des façades. Mais en réalité, c'est une pensée unique. Tu ne peux pas émettre ton opinion. Si tu vas en dehors de ça, on attaque. J'ai prêché dans l'église, j'ai dit, la Bible dit que la femme soit soumise à son mari. C'est ce qui est écrit. Le lendemain matin, la presse prend. Le révérend Paul Mukendi dit que les hommes sont supérieurs aux femmes. Vous comprenez la différence? La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais quand le journaliste parle, non, il a dit que les hommes sont supérieurs aux femmes. C'est différent là. Et ils viennent, ils sont devant l'église, ils sont en train de faire leur reportage. Un de fidèles de l'église a vu l'un des journalistes qui faisait le reportage de TVA. Il le suit, il dit, mais écoutez, ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas vrai. Vous savez que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Et le journaliste lui répond, on m'a demandé de couvrir ça comme ça. Je suis désolé. Donc, alimenter votre méfiance envers les médias. Oui, mais écoutez, on n'a jamais écrit. C'est un événement parmi tant d'autres. Est-ce que, madame, vous êtes venu dire, on veut vous écouter. Oui. Il n'y a aucun journaliste, depuis que j'étais là au Québec, qui est venu pour dire, pourquoi cet homme crie, ça fait 4 ans que je suis innocent. On a dit là qu'il n'était pas là. Maître Dominique dit devant la cour, on l'accuse pour des faits dont il n'était même pas encore arrivé sur le sol québécois. Donc ça veut dire qu'il a violé par télépathie. J'ai une cicatrice. Si la personne dit qu'il m'a fait des fellations, permettez-moi l'expression, il a fait ceci, tout ça. J'ai une cicatrice d'opération. Bon, elle n'a jamais vu ça. Je prends même les preuves que j'amène. Ça veut dire que vous m'accusez d'agression sexuelle, vous n'avez aucun témoin, vous ne pouvez pas prouver cela, et maintenant la justice me demande à moi de fournir les preuves que l'agression n'a jamais eu lieu. Donc, je me retrouve devant la justice et je dois prouver que ça n'a jamais eu lieu. C'est comme aujourd'hui. Vous venez ici, nous sommes au mois de décembre. Vous quittez ici, après, vous voulez vous retourner chez vous, on vous interpelle. Non, madame, vous avez tué quelqu'un en cet immeuble-là où vous êtes allé interviewer le révérend Paul Mukendi. Vous dites, mais écoutez, j'ai tué ça quand? Non, vous l'avez tué au mois de janvier. Vous dites, mais au mois de janvier, j'ai jamais foulé le sol congolais. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'était au mois de janvier. Et là, ce n'est pas l'erreur, parce qu'on dit, non, au mois de janvier, dès que vous êtes sorti de là, vous êtes allé à tel hôtel, vous êtes rentré. Et au mois de mars, il y a eu ceci.
Vous dites, mais au mois de mars, je n'avais jamais été là. Non, vous étiez là. Et puis ça s'est passé au mois de juillet. Il y a eu ceci, cela. Vous dites, mais messieurs, je suis arrivé là en décembre. Moi, je n'étais pas là, ni en janvier, ni au mois de mars, ni au mois de septembre. Je n'avais pas été là. On vous prend, on vous jette en prison. Et vous trouvez l'occasion de vous éclipser. Vous quittez la République démocratique du Congo. Vous vous en retournez au Canada. Et on va dire quoi? Vous allez vivre avec une charge sur la conscience? Vous aurez honte d'avoir fouillé cette justice? Non. Vous serez libre, à l'aise. Et par contre, vous serez en colère envers ces voyous-là. Vous direz, c'est vraiment des délinquants. Pourquoi ils pouvaient m'accuser de telles choses? J'ai fourni toutes les preuves et même mes visas que je n'étais pas là en ce moment-là. L'immigration peut prouver quand est-ce que je suis entré au Canada. Je suis entré au Canada, pas en ce moment-là. Quand vous êtes rentré? Au Canada, je suis entré en 2002 et je n'étais pas à Québec, moi. Je n'étais pas à Québec. À Québec, je suis arrivé en 2003. Avant Québec, vous étiez à quel endroit? J'étais en Alberta. En Alberta, oui, dans l'Ouest. Oui, j'étais en Alberta. Et là, j'arrive au Canada, c'était en juillet 2002. Et puis, au Québec, j'arrive là, on est peut-être juillet ou août 2003, que j'arrive là. Bon, quand vous avez une personne, ils vous logent chez eux, vous avez fait 2 mois et demi, et que la personne arrive, il dit, vous avez fait 3 ans. Et il commence à meubler les 3 ans. Et tu fournis, tu sors même tes bails quand tu arrives à Québec. Quand est-ce que tu as loué ta maison? Quand est-ce que tu as fait ceci? Ces gens-là refusent d'écouter. Ils refusent d'écouter. Et ils pensent que je veux vivre, j'aurais honte de quoi? Non, je suis fier d'être debout et je suis content d'être dans mon pays et d'être au milieu de mien. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Je vais vous demander à Marcel. Je la regarderai sur le réalisateur, mais pour les gens qui ont été dans ces projets, qui nous sont accusés, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Est-ce que vous leur dites quelque chose? Envoyez-vous un message à ces gens qui vont être sûrement, on va essayer de parler avec des personnes qui vous ont accusés. Qu'est-ce que vous les dites? Quel est le message pour ces personnes qui se considèrent victimes et qui parlent encore aujourd'hui contre vous et qui disent que vous êtes partis, que vous les avez revictimisés, etc. Ils ont, la première des choses, c'est qu'ils doivent comprendre qu'ils ont une conscience. C'est pas une comédie. Si on avait une justice sérieuse, ils seraient incarcérés au moment où nous parlons, parce qu'ils savent que c'est faux et archi faux. Et qu'est-ce que je peux leur dire? Je peux rien leur dire. C'est de dire tout simplement qu'ils ont une conscience et qu'un jour on se retrouvera devant Dieu si on ne se retrouve pas dans ce monde. Et pour vous, c'est clair, ces personnes ont toujours menti. Il y en a rien de vérité là. Si on met une personne en face de vous qui a presque l'âge de votre mère et on vous dit que vous l'avez violée, est-ce que c'est sérieux au moins? Est-ce que c'est au moins sérieux? Si une personne disait que vous l'avez violée à l'âge de 14 ans, pendant qu'à 14 ans, vous ne l'avez jamais connue, vous n'étiez ni au Québec, ni sur le sol québécois, ni à ses 14 ans, ni à ses 15 ans, vous ne l'avez jamais connue. Mais vous voulez que j'accepte quoi? Ça n'a jamais existé. Mais ça aurait été bon de vous entendre devant le tribunal. Par contre, je vous écoute, là, je sais que ces contradictions-là ont été présentées devant la cour d'appel, entre autres, et tout, mais pour ça, j'ai été préparé à témoigner. Pour votre témoignage. Oui, pour mon témoignage. Il y avait même, on a fait 2 fois, deux procès fictifs hein, dans le cabinet. Tout ça, j'ai été très bien préparé pour témoigner. Et j'étais prêt à témoigner. Mais quand on arrive devant le tribunal, vous voyez que la personne n'est que de contradiction en contradiction. Jusqu'à ce qu'on dise, bon, monsieur le juge, tout ça, ils avaient que le seul témoin pour Revenu Québec, le seul témoin au tribunal de l'enfance, le même témoin, c'est le même témoin qui circulait. Alors, aujourd'hui, il dit ça, demain, c'est ceci, demain, et à chaque fois, il y avait le refrain que mon avocat disait, lequel de ces 3 ou de ces 4 versions est la vérité? Dites-nous au moins la vérité. Alors, non. Déjà, le doute raisonnable était là. Madame, imaginez-vous, je viens de vous donner un exemple. On vous accuse de meurtre dans ce bâtiment pendant que vous n'avez pas été là. Écoutez, vous n'avez plus besoin d'ouvrir votre bouche pour témoigner. Tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre bouche. C'est à eux de prouver que les faits se sont produits ou se sont produits ou ne sont pas produits. Parce que c'est eux qui ont apporté le fardeau de la preuve, réside sur leurs épaules. Ce n'était pas à moi de prouver, c'est à eux de prouver. Ils n'ont prouvé en rien, ils n'ont amené aucun témoin, aucun, pour corroborer le fait, aucun. Et j'ai été condamné
j'ai été jugé coupable sans aucun, c'est comment on dit ça encore, au-delà de tout doute raisonnable. Au-delà de tout doute raisonnable. Pendant qu'en 2001, je n'étais pas au Canada, en 2002, je n'étais pas là, mais on t'accuse au-delà de tout doute raisonnable. C'est pour ça que je vous demandais tantôt s'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment, parce que par exemple, c'est une décision qu'un accusé peut prendre, de choisir un procès devant le juge seul ou devant le jury. Là, c'est devant le jury. Donc, c'est ce genre de décision-là. Vous me rappelez d'abord quelque chose. Non, le terrain était déjà miné, même si j'étais devant le juge seul. Même si j'étais devant le juge seul. Regardez même, j'étais devant le juré. Mais le juge Raymond, après, il a fait son jugement comme si j'étais juste devant lui. Il a écrit tout ça, il s'est fait une partie. Le deuxième procès qui a eu lieu en votre absence ou Non. Le premier procès, le juge Raymond, quand il a fait son jugement là. Ouais. Écoutez, c'est comme si. Oui, c'est comme si j'étais devant le juge seul. Et j'allais dire mon idée. C'était quoi je parlais encore? Je vous demandais si vous auriez pris une décision différente devant le juge seul. Voilà. On est devant le jury. On écoute. Et à la fin, le jugement sort une affaire qu'on appelle arbre décisionnel. Il ne laisse pas les jurés aller décider d'eux-mêmes. Il crée une affaire. Sur cette affaire-là, c'est tellement là. Madame, allez chercher ça. Vous pouvez appeler M. Dominique pour lui dire, donnez-moi un peu le truc là décisionnel du juge, qu'on vous donne cette affaire. Ça veut dire que même si tu n'es pas coupable, tu sortiras coupable. C'est comme si je dis, madame, vous appelez par exemple madame Boucher. Votre grand-père s'appelle Boucher. Votre père s'appelle Boucher. Vous-même, vous êtes madame Boucher. Et puis je demande, de qui madame Boucher est-elle fille? Bah, écoutez, on dira au monsieur là-bas. Donc, il a fait l'arbre décisionnel pour les aider à faire leur choix. Donc, c'est comme un graphique. Oui, il a déjà tout tracé. Et ils doivent prendre des décisions sur base de ça. Écoutez, comment je pouvais m'en sortir? Comment? Et même à la fin, il y a beaucoup de jurés qui avaient désisté. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient plus à 12. Non. Je ne sais pas s'ils ont terminé à 9 ou je ne sais pas à combien. Normalement, je vais vérifier parce que normalement, il faut qu'il remplace là, quand non, il n'était pas remplacé. Il n'était pas remplacé. Okay. Ouais. Non, je vais vérifier. Ouais. Il n'était pas remplacé. Non, ça vient. Je voudrais juste une seule chose, et je profite parce qu'on enregistre. Pouvez-vous juste vous engager auprès de nous que mon collaborateur ne faut pas utiliser ces vidéos avant qu'on rate l'interview, parce que si l'interview circule au Canada avant que nous on la sorte, la seule chose, non. Si ils ont filmé, ils ne vont pas le publier. Non. Vous avez ma parole. C'est tout simplement pour me protéger, pour dire parce que les médias québécois aiment trop manipuler. Parce que si on manipule, là nous avons notre. Mais sinon, ils vont pas le publier. Ça, soyez-en sûrs, ils vont pas le publier. Ouais. Et nous, de toute façon, on va informer Mme Lepage lorsqu'on va s'approcher de la discussion. On va vous tenir au courant quand on va avoir une meilleure idée. On va vous tenir au courant. Ouais. Sinon, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi. Ça. Okay. Ouais, c'est pour faciliter le montage. Donc, on ne voulait pas vous embêter avec 3 caméras. On continue à discuter, mais c'est pour le... Réseaux sociaux Buzz, Bakpatou, Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent.